de l'Intérieur, ici représenté probablement, Excellence, Monsieur le ministre de la Justice, ici représenté, Messieurs, chers professeurs, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers compatriotes jeunes républicains, bonjour. Après, et que vous verrez dans le programme que vous allez prendre, avec que la gloire soit rendue à Dieu par la prière et que l'honneur soit rendu à la nation à travers l'hymne national, s'en suivra un mot d'ouverture solennelle qui sera présenté par le président de la jeunesse républicaine. Et autour de 13h20, 13h30, nous pensons que nous avons commencé avec une dizaine de minutes, ça sera autour de 13h40. Nous aurons des séances de présentation à la fin, avant que nos services logistiques déterminent par une formalité administrative autour probablement des 16h30. Excellences, messieurs. Réforme juridique institutionnelle. La justice, colonne vertébrale de la construction d'une nation. Tel est le sujet qui m'a été confié pour servir de cadre d'échange entre nous. Le terme central étant, et donc quelques composantes déjà. Et donc, le thème central ainsi que le sous-thème qui m'a été confié pour constituer le cadre d'échange entre nous s'inscrivent dans le cadre du contexte ambiant de la République démocratique du Congo, qui est caractérisé par le lancement depuis quelques mois du processus électoral, en tout cas d'un processus électoral dont certaines composantes soulèvent déjà une forte critique, notamment de la part de l'opposition politique, des organisations de la société civile, mais aussi des médias indépendants. Pour l'aborder, j'ai prévu plutôt que nous procédions par des échanges, non pas de manière, disons, d'enseignants, parce que, à mon avis, vous êtes des participants et non des apprenants. Et participer, ça veut dire échanger. Cette approche, je l'ai choisie par respect pour vous, considérant en effet que vous n'êtes pas venu ici pour apprendre, mais pour participer. Vous êtes venu participer, je le disais, dans un contexte où vous permettrez à ce que chacun apprenne de l'autre. Si j'étais le maître de la gestion de l'approche des organisateurs, j'aurais même voulu que vous puissiez m'interrompre à tout moment de votre choix, au cas où il y a une idée, une phrase, un mot. Cela pourrait nous exiger un peu plus de temps. Et je comprendrais qu'à ce point, Nations Unies, malgré la résilience de la République démocratique du Congo, la sécurité de la colonisation belge, en juin 1960, la République démocratique du Congo fait constamment face à la réalité et malheureusement constatée par le constituant, dont la toute première phrase affirme que depuis son insécurité et des groupes armés, constitués désormais comme des moyens de contestation. Le constituant congolais établit ainsi un lien dialectique entre la légitimité des institutions et de leurs animateurs avec l'impératif de la paix, de la stabilité politique, mais aussi de la stabilité institutionnelle. Au centre de cette stabilité se trouve alors l'institution publique qui est chargée d'organiser les élections libres, crédibles et transparentes, mais aussi et surtout le pouvoir judiciaire qui est institué pour en valider les délibérations, ainsi que les résultats proclamés par cette institution. Dont l'économie est structurée autour des principes réellement d'évolutif du développement.
Mais dans le cadre qui est le nôtre ici, nous pouvons faire peut-être un petit exercice pour faire un lien entre la justice, la paix et les élections. Puisque tel est le thème central qui nous réunit. Considérant que des mauvaises élections peuvent donner lieu à des contestations pouvant arriver même à des désordres qui puissent perturber le fonctionnement harmonieux d'un pays, de ses institutions, etc. En lien avec le contexte ambiant de la République démocratique du Congo, particulièrement caractérisé par un processus électoral déjà en mouvement, je ne voudrais donc pas terminer ce propos sans faire allusion à ce concept que je vous ai proposé tout de suite, qui est la justice électorale. Il s'agit d'un concept aux contours aussi variés que multiples, mais dont l'importance est capitale, notamment pour guider des processus électoraux dont l'ultime objectif est de mettre en place des institutions publiques crédibles, ainsi que des animateurs légitimes, mais surtout capables de structurer le développement du pays. Quelque crédibles que soient les candidats qui ont déposé leur candidature, par exemple à la députation nationale, dont moi, je vous le dis déjà d'emblée, j'ai déposé ma candidature pour les élections de décembre. Quelque crédibles que ce soit les candidats qui ont déposé leur candidature, sans aucune capacité, il n'y a rien qui peut être attendu d'eux. Et donc il y a cette deuxième condition qui s'ajoute à la crédibilité des résultats proclamés par la CENI et validés par la justice, qui est la capacité. Et ce sera vous, heureusement, qui serez le juge de la capacité des personnes à qui vous témoignerez votre confiance dans le cadre des votes qui attendent d'ici décembre. Au-delà du contentieux électoral, qui peut en être une des modalités, la justice électorale gage de la stabilité politique et institutionnelle des institutions, gage de la stabilité institutionnelle plutôt des nations, et gage de la construction ou de la reconstruction des nations, a besoin donc d'intégrer plus autres ingrédients. Le premier ingrédient dont j'ai parlé tout de suite, c'est la capacité réelle des acteurs votés ou nommés à délivrer des résultats au bénéfice du plus grand nombre. Mais il faut aussi considérer que l'égalité du genre est un ingrédient très important qui doit être tout le temps versé dans le concept de la justice électorale. L'égalité du genre, ici, ne voudra pas dire une juxtaposition d'hommes et femmes pour faire une liste, comme on disait à l'Assemblée nationale sous la transition, une liste zébrée, mais plutôt une prise en compte de toutes les capacités, quelles que soient, mais disponibles dans le pays, tout en considérant toutes les autres vulnérabilités qui sont en droit de revendiquer leur place au service de la nation. Les personnes handicapées, la femme, etc., mais qui disposent des capacités au-delà de la volonté exprimée pour effectivement servir leur pays. Le troisième ingrédient consistera en la prise en compte de l'équilibre politique, tenant compte de l'opposition politique, des partis, regroupements et autres mouvements politiques qui ne sont pas proches du régime régnant et qui, le plus souvent, ne bénéficient pas de facilité d'accès au financement public, aux médias publics, pour battre campagne dans des conditions d'égalité, d'équité, de justice. Le financement public, c'est-à-dire tout ce qui... C'est en effet de manière générale la non-prise en compte de ces quelques éléments et que nous assistons à des contestations, soit parce qu'il y a eu déjà la prise, une absence de prise en compte du genre, des capacités réelles,
du droit à l'information pour ceux qui viennent participer au processus, que les contestations peuvent naître et s'alimenter essentiellement sur fond de l'ignorance. Et pour reprendre le concept du constituant, des contestations plutôt, qui sont parfois de nature à générer des soulèvements populaires, pouvant aller jusqu'à des conflits armés et à des rébellions contre le régime à qui il est reproché de n'avoir pas tenu compte de ces éléments, sont très récurrents, très observés chaque année en République démocratique du Congo depuis 1960 jusqu'à ce jour. Voilà le temps sur lequel je désire m'arrêter, remerciant particulièrement les organisateurs des présentes assises, vous remerciant aussi chacun pour l'attention et la disponibilité. Se rapportant à la paix en République démocratique du Congo sous-étendu, les contraintes de la paix, les défis et perspectives tels que ça m'a été présenté. Je voudrais saluer l'organisation de cette conférence qui mérite son présent d'or, étant donné que les jeunes en République démocratique du Congo jouent un rôle important pour la stabilité du pays, c'est-à-dire pour la restauration de la paix, la consolidation de la paix, et ensuite pour booster le développement de la République. Comme tout le monde le dit couramment, la jeunesse, c'est l'avenir d'un pays. Et d'où nous devons agir beaucoup pour une jeunesse qui est à venir d'un pays. Ce n'est pas une jeunesse idiote, ce n'est pas une jeunesse poltron, ce n'est pas une jeunesse distraite, c'est une jeunesse qui doit être engagée, c'est une jeunesse qui est éveillée, qui a une prise de conscience collective de la situation du pays, de l'avenir du pays par rapport à leurs responsabilités. Et c'est comme ça que j'étais en train de me réjouir. Je m'excuse, j'ai une autre méthodologie, moi-même j'ai du mal à me présenter. Souffrez, mon nom peut-être ce que je voudrais rectifier. Je suis Monseigneur Pax André-Marie, Quito c'est le nom, et Massimango c'est le poste de nom. Dans le programme, on a plus parlé de Massimango, je comprends que c'est le système anglo-saxon, hein? C'est l'influence du monde. Alors, pour les 6 petits points sont les suivants. Nous allons tenter d'avoir une compréhension générale de la paix, parce que tout le monde parle de la paix et à tout moment, mais il faudrait que nous tous nous puissions avoir une même vision de la paix. Et après cette compréhension, je vais revenir à ce plus petit, les composants de la paix, les acteurs de la paix, les contraintes de la paix. Au 5e point, ce sont les défis de la paix en République démocratique du Congo, et je vais clore mon propos avec les perspectives pour la consolidation, le rétablissement de la paix en République démocratique du Congo. Cela étant, les contraintes temporelles nous obligent de faire une communication ex cathedra, qui n'est pas de notre méthodologie. Moi-même, en ma qualité d'enseignant d'université, l'approche actuelle, c'est l'approche par compétence. Nous devons recevoir de l'apprenant. L'apprenant connaît beaucoup de choses pour nous édifier également. C'est à l'apprenant de construire lui-même sa paix dans sa société. Puisque la paix, telle que nous allons le voir tout à l'heure,
a plusieurs composantes et de plusieurs dimensions. Et la paix au niveau de la commune d'Elmété n'a pas les mêmes problématiques que la paix dans la commune de Mongafula. Et il avait falloir une interaction. Mais compte tenu du temps, souffrez que je vous donne juste quelques mots liminaires. Une semaine, un mois pour parler uniquement de la paix. Mais si chez nous, qu'est-ce que nous comprenons de la paix? La paix d'une manière globale, quand quiconque d'entre vous parle de la paix, essaie de voir la guerre à l'Est. Si on vous demande est-ce qu'il y a la paix en République démocratique du Congo, il n'y en a pas. Pourquoi? Il y a la guerre à l'Est. Il y a le problème de Kwamouf. Est-ce qu'il y a la paix dans votre église? Quelle est la réponse? Tout le monde pense que c'est dans l'église où il y a la paix, puisqu'il n'y a pas des armes. Mais la paix ne consiste pas à l'absence uniquement des armes. La paix est globale. La paix, en d'autres termes, il faudra le dire, c'est l'absence des troubles d'une manière globale. L'absence de guerre, l'absence des conflits. Et la paix concerne toutes les dimensions de l'être humain. Et les scientifiques, ceux qui ont fait les sciences biomédicales, la biologie, ils vous diront que l'homme a 14 besoins fondamentaux. Et pour parler de la paix, il faudrait que les 14 besoins fondamentaux de l'homme soient satisfaits. Et lorsqu'il y a un besoin fondamental de l'homme qui n'est pas satisfait, l'homme connaît ce qu'on appelle une perturbation dans son être. Et là, il y a des troubles de la paix. Et alors ici, nous nous situons d'une manière globale dans cette compréhension de la paix. Ce n'est pas seulement là où il y a la guerre. Alors, parlant des acteurs de la paix, et peut-être leur rôle, qui sont les acteurs de la paix? Ou disons mieux, les gouvernants, ça dépend du système politique où on se retrouve si on dissocie les rôles de la première institution de la République avec les rôles de la troisième institution ou quatrième, le gouvernement et le président de la République. Et là, nous parlerons de gouvernants de la République, c'est-à-dire nous prenons toutes les institutions de la République. Ce sont eux qui ont la première charge de la protection des personnes et de leurs biens. Et comme Montesquieu nous l'a dit assez mieux, et là il s'agit bien d'un contrat social que nous avons signé avec les gouvernants. Nous leur donnons une responsabilité, une part de notre pouvoir à travers les élections que vous allez aborder tout à l'heure. Et en contrepartie, ils doivent nous rassurer, nous garantir la sécurité, notre sécurité, la sécurité de nos biens, notre sécurité, la sécurité également de nos proches. Ça, ce sont les gouvernants qui en ont la première responsabilité. Et dans les gouvernants, nous avons notre constitution qui nous définit les rôles de chaque institution, de chaque acteur gouvernemental. Vous avez le président, le garant de tout ce que vous avez. Et si le problème de sécurité se pose dans le pays, on doit d'abord voir les chefs de l'État. C'est-à-dire, s'il n'y a pas la paix dans un pays, c'est une faiblesse d'abord du chef de l'État. C'est lui qui en a la responsabilité. Parce que nous l'avons voté seul comme le premier citoyen à qui nous avons confié la grande partie de notre pouvoir. Nous avons un contrat social avec lui. Il doit nous rendre compte pour la question de la paix, la sécurité des personnes et de leurs biens. Ça, c'est ce qui est essentiel. Et lorsque nous abordons souvent la question de la paix dans notre pays, il se fait malheureusement que les gens abordent cette question avec beaucoup de passion. Ce que nous, les juristes, appellent plus mieux l'état d'âme.
Là, c'est une catégorie soit de l'opposition, soit des églises qui sont concernées. Même les fanatiques des partis politiques sont concernés. C'est le gouvernement qui met des programmes. Et c'est le gouvernement qui mobilise les moyens. Il ne me revient pas à moi en tant qu'autorité de l'Église, ou il ne revient pas à mon frère en tant qu'avocat, de pouvoir mobiliser des recettes pour la construction des routes, pour donner à manger aux gens. Non, c'est fastidieux de le croire. C'est le gouvernement qui en a la première responsabilité. Et si les gens ne mangent pas, on peut demander à qui? C'est une responsabilité, un besoin collectif. On peut demander qu'au gouvernement, puisqu'on a un contrat social avec eux. Il y a la justice, comme l'autre composante du gouvernement. Mon confrère venait d'en parler assez. La justice joue un rôle important pour la consolidation ou le rétablissement de la paix dans une société. Le mécanisme juridictionnel, les mécanismes de la justice sont considérés comme étant le premier mécanisme pour la protection des droits de l'homme. Lorsque quelqu'un se retrouve lésé dans ses droits, pour qu'il soit rétabli dans ses droits, il y a la justice qui va lui donner une réponse. Mais lorsque vous mettez cette loi, vous êtes en train de créer des situations qui vont perturber la paix dans cette société. Les lois doivent être élaborées en conformité avec la culture d'un peuple. Et là, je le souligne très bien, et comme je l'ai dit à plusieurs reprises, à plusieurs conférences, nous devons repenser nos lois de la République. Elles doivent être conformes à notre culture et non pas des lois qui nous ont été imposées. Et je le dis sur base, pas de mes convictions, mais également ça peut être mes convictions qui sont fondées sur l'observation du terrain. Et cette observation du terrain, je vais prendre juste un simple exemple, comme vous êtes ici assez des jeunes. Je prends le cas des lois qui posent problème sur les violences sexuelles. La loi de 2006, qui nous réprime plus de 17, je pense 17 infractions liées aux violences sexuelles. Mais toutes ces infractions liées aux violences sexuelles, ce sont des infractions qui sont conformes à notre culture. Moi, je les dirais non. Parce que je le parle, comme je l'ai dit, à part de l'observation. Lorsque nous étions en train de vulgariser cette loi, nous nous sommes retrouvés devant des faits. Par exemple, je prends juste le cas de l'harcèlement sexuel. Et c'est plus que tous les jeunes tombent sous le coup de la violation de ces droits, l'harcèlement sexuel. L'harcèlement sexuel voudrait qu'un homme ne peut solliciter une femme qu'une seule fois. Tu retrouves une maman, une dame que tu penses dans la chorale, tu lui dis que madame, je suis intéressé par toi, je demande quand même. Si elle te dit niet, il ne faudra plus revenir. Et une fille te dit, mais écoutez, quand un homme la sollicite pour la première fois, elle ne peut pas répondre aussitôt, puisqu'on va croire qu'elle est légère, elle est facile. C'est ça la culture d'ici chez nous. Même une maman qui a 50 ans, lorsque vous la faites court, elle va commencer à vous faire toujours d'abord marcher. Mais maintenant, si on doit faire l'application de cette loi, mais écoutez, combien d'hommes seront en prison? Je pense que toute cette salle ici, qui ne sont pas conformes à notre culture, qu'il sied quand même de changer, il ne faudra pas être réfléchi pour nous donner des lois qui ne posent pas problème dans la société. Et cela nous parle de mission de métier de la paix, et il s'y est peut-être de voir très prochainement comment organiser un forum pour essayer d'évaluer évidemment les rôles de toutes ces missions ici au Congo. Quel est le résultat de ces missions? Vous avez l'Union africaine, vous avez les organisations régionales de l'Union africaine, vous avez ce truc ici qui a envoyé des militaires à Goma, de Kenya et consorts. Et voilà, la SADC n'est pas encore sur le terrain, je parle de l'Afrique de l'Est. Tout ça, ce sont des organisations qui viennent au nom de maintenir la paix. Mais quel est leur agenda caché? Et je pense que c'est ce qui ferait l'objet du point suivant. Vous avez la société civile qui est composée de vous les jeunes. C'est à nous, à vous, qu'incombe la première mission de la paix.
Vous devrez œuvrer pour restaurer la paix. Et là, je ne vais pas voir uniquement l'action du gouvernement. Regardons comment les jeunes se comportent actuellement. Et en particulier, je prends le cas de toi, tu dis aux Ali Zorba. Mais peut-être qu'un jour même tu vas dire qu'il y a un esprit qui est venu restaurer la paix au filier. Mais est-ce que tu vas réparer ça? Et après 5 ans, 10 ans, ta vie ne marche pas, tu vas commencer à accuser les membres de ta famille. Tu as injurié le papa, la maman de ton ami, tu ne sais pas, cette maman a donné quelle naissance? Où est-ce que tu vas réparer cela? Ça va te suivre toute la vie et ta vie sera gâchée. Et là, je l'ai dit en tant que chef spirituel, n'injuriez pas les gens qui sont supérieurs à vous. Et voilà, regardez ce comportement. Est-ce que ça nous donne la paix? Non. Et puis encore, lorsque vous êtes dans un véhicule, quelqu'un même qui est allé de traverser en désordre, qui freine doucement, il se retourne et dit, bah, on est sociaux pour moi, va quitter. Donc, à Kinshasa, c'est comme si quiconque a un véhicule est aussitôt considéré à être sorcier, à un magicien. Et la population riveraine est une population locale, d'une manière globale, c'est elle qui en a la responsabilité, alors que vous ne vivez pas comme les Européens. Parce qu'en Europe, en Amérique, quand vous êtes là, vous marchez, vous cognez votre ami, il vous touche, il s'arrête et il vous présente les excuses. Mais ici, c'est le contraire. Quelqu'un qui te cogne, comme je le disais tantôt, il se retourne et il t'injurie. Et voilà, ça pose le problème de la paix. Et ça, c'est une responsabilité des communautés où vous, les jeunes, vous devrez agir pour imprégner l'association d'une autre culture. Alors, parlez un peu plus vite des contraintes par rapport à l'acteur. Vous-même, vous allez compléter la liste, mais j'ai donné juste des pistes de réflexion. Et j'en ai souligné peut-être ici 3. Les premières contraintes de tout ce que nous parlons sur les problèmes de la paix au Congo, il y a la question liée d'abord aux intérêts des différents intervenants dans la vie sociale. Nous sommes dans la situation de la guerre. Qui sont les intervenants? Nous avons l'ONU qui nous envoie des gens pour venir et nous aider à rétablir la paix. Quels sont les intérêts de l'ONU? Est-ce que l'ONU vient vraiment nous aider? Ils voient leurs intérêts. Tous ces États qui constituent l'ONU et qui acceptent d'envoyer leurs citoyens à la République démocratique du Congo, il ne faudra pas vous voiler la face, c'est d'abord des intérêts. Et c'est ce qui est sacralisé par le principe cher en droit international qui dit que les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Et il ne faudra pas beaucoup compter sur ces étrangers. Ils ne viendront pas nous donner, nous, la paix. Puisque je me dis, je ne trouve pas dans un pays où l'ONU a travaillé pendant 10 ans, pendant 25 ans, et elle a été en mesure de ramener la paix. Et voilà. Ça, c'est la question liée aux intérêts des différents intervenants. Il y a la question liée aux sentiments égoïstes. Et ça, c'est ce qui concerne beaucoup de gens ici. La plupart ici, à 98%, vous êtes venus sur d'abord des intérêts. Puisqu'il y aura peut-être les transports. Je ne suis pas dans l'organisation. Il y aura l'eau. Oui, moi j'organise beaucoup de formations et j'en ai l'expérience. Et c'est ce qui est malheureux. Ce sont les intérêts égoïstes qui prévalent. Là où nous parlons de la paix, chacun sait d'abord de se voir. Mais si aujourd'hui, mais les jeunesses congolaises, personne n'a plus ce sentiment. Tout le monde ici, les jeunes congolais, chacun voudrait vivre l'eschatologie. Dans le Congo, et Kobonga, Ngai na Kozalawana. Mais avec une telle conviction, perception, qui me semble vraiment erronée, il est difficile de concevoir comment les jeunes Congolais peuvent s'impliquer à la transformation de l'avenir de son pays. Il faudra être révolutionné par le mal, parce que le mal est toujours... Mais là où vous allez partir, c'est là où vous ne savez pas pour l'éternité, vous allez passer des siècles en siècles dans un état métaphysique. Et il faut vous battre pour tout cela en œuvrant pour rendre le monde meilleur. Et lorsque vous voulez rendre le monde meilleur, vous devrez faire un abandon de soi. Ne regardez pas vos propres intérêts, mais regardez d'abord les intérêts de la communauté. Alors, je voudrais, avant de terminer, parce que si toi là,
tu as mangé. Est-ce que tu vas envier quelqu'un qui a mangé à 8 heures, tu vas envier quelqu'un qui mange à 9 heures? Non, tu ne vas pas envier non plus quelqu'un qui va manger à 13 heures. Mais lorsque tu as déjà fait 4 jours sans manger et que tu vois ton ami avec un pain à 8 heures, mais tu as tous les regards sur lui pour savoir mais qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui se passe avec lui, comment il a attrapé. Alors, la question de l'éducation des droits de l'homme est fondamentale pour que nous puissions consolider la paix dans notre pays. Et là, comme je l'ai dit à plus d'une fois également aux Nations Unies, non. Quelle est sa place? Sa place, c'est au niveau des armes. Il doit passer au fait. C'est ça le respect des droits. Et nous nous disons l'identité constitutionnelle que le Congo c'est un état de droit. Il faudra qu'on puisse appliquer également les droits. Et voilà, cette question, je termine. L'international a beaucoup de mécanismes. Il y a les réparations pour les victimes, il y a la commission vérité et réconciliation. Ce sont des modalités de la mise en application de la justice transitionnelle. Il y a le pardon, ainsi de suite. Et au fait, puisque dans un pays où il y a beaucoup de victimes, on doit y mettre également des mémoriaux pour les souvenirs publics par rapport aux victimes. Mais chez nous ici, il n'y en a pas. Tout ça, ça entre dans le cadre des mécanismes de la justice transitionnelle. Et au finish, il y a la question de la sensibilité des gouvernants à la responsabilité à protéger. Et là, il y a les normes qui sont mises en place par les Nations Unies sur la responsabilité à protéger. Et comme je le disais, la première responsabilité de la paix, la protection des personnes et de leurs biens, incombe d'abord aux gouvernants. Et il faudrait un programme pour sensibiliser les gouvernants sur leurs responsabilités, étant donné que nous connaissons comment dans les pays du tiers monde, pas seulement au Congo, comment beaucoup de gens accèdent à la commande du pays, tel est conseiller, tel est ceci, cela, mais parfois il n'a même pas des qualités requises, un cursus nécessaire par rapport au domaine où il va conseiller. Comment vous allez prendre un agronome conseiller ministre de la Justice? Il donnera quel conseil? Comment vous allez prendre un médecin conseiller et ministre de l'environnement? Mais voilà, il y a des choses qui assez énervent. Et voilà, je voudrais me limiter à ce niveau et à d'autres occasions, je pense qu'on pourrait approfondir. Merci beaucoup. Nous avons compris que 30 et 35 minutes n'ont pas suffi. Voir si l'assistance avait compris ou pas. Je vais essayer de me poser des questions, en tout cas j'aborderai par un questionnement. Alors, puisque nous parlons des élections, la première des choses, c'est que nous comprenions ce que c'est que les élections. Et si je demande... Alors, on nous dit que les élections sont un moyen ou un pouvoir entre les mains de jeunes pour orienter le destin du pays. Mais c'est quoi le pouvoir? Qu'est-ce que c'est que le pouvoir? Le pouvoir est seulement une capacité d'imposer, de s'imposer dans une certaine mesure, de subjuguer, un pouvoir de faire naître des effets à partir des décisions que nous prenons, que je prends. C'est le pouvoir. J'ai une décision, je veux que cette décision porte des effets. Pour cela, il me faut une capacité qu'on appelle pouvoir. C'est ça le pouvoir. Alors, c'est qui un jeune? Dans une des assertions de la définition du terme jeune, on définit celui-ci comme une personne faisant partie d'une tranche d'âge qui est caractérisée par la vivacité, l'ambition, mais malheureusement aussi par l'immaturité et par le manque d'expérience. Un jeune, c'est quelqu'un qui a l'envie de faire, la volonté parfois, mais il manque la maturité et il n'a pas de l'expérience. C'est celui-là, un jeune, à noter, j'insiste sur cela, c'est lui qui a la volonté ardente de faire et même de s'affirmer. On sait tous qu'à partir d'un certain âge, le jeune veut s'affirmer lui aussi, veut montrer qu'il existe. Donc, celui qui fait ça, c'est celui-là qu'on appelle jeune. Et si on veut étendre un peu la définition de ce terme, on verra qu'il y a des personnes qui ne font pas partie de cette tranche d'âge, mais à cause de leur façon de faire, sont considérés comme des jeunes. C'est comme ça qu'on dit parfois la jeunesse, c'est entre 7 et 77 ans. Quelqu'un qui a 50 ans, forcément, n'est pas un jeune. Mais s'il a une façon de voir qui ne fait... Et il est aussi avéré que lorsqu'on fait une chose après un temps relativement long, on perd la notion de l'innovation.
on s'use avec le pouvoir et on perd aussi parfois même la notion de autrement. C'est lui qui fait quelque chose très souvent, très longtemps. Il acquiert certes ce qu'on appelle l'expérience, mais il aura tendance à s'en tenir à comment il fait les choses. Si quelqu'un vient à côté de lui avec une autre manière, il aura tendance à le considérer comme un ennemi. Très souvent, c'est ça. On voit ça même dans l'administration publique. Alors, quand on fait longtemps une chose, on s'use avec cette chose-là. En tout cas, dans le temps, on n'aura plus la capacité d'inventer, d'innover, parce que l'homme étant limité. C'est pour cette raison-là que, de temps en temps, il est prévu un cycle électoral pour que du sang neuf soit injecté dans la machine. Alors, pourquoi on vote? On a donné les raisons. Maintenant, moi, je dis pour qui on vote. Il a épinglé un élément là, les intérêts personnels et très souvent égoïstes. De manière générale, le vote au Congo, on dit, sont tribaux. On vote très souvent pour celui auprès de qui j'aurai un intérêt qui me concerne moi, mais pas toujours la communauté, alors que ça ne devait pas être comme ça. On vote souvent pour celui qui m'a donné soit un t-shirt, soit une casquette, soit alors qui a apporté un bassin de pain pour ma mère à l'occasion de cette circonstance-là et qui après s'en va et oublie tout. Pendant la période des élections, les prétendants à ces élections-là sont souvent des enfants de cœur. Ils ont souvent les moyens d'apporter des choses à la population, de faire des cadeaux, des dons à la population, mais une fois qu'il est élu, si jamais il a la chance d'être élu, il tourne kazakh. Et il nous oublie comme si on était une vieille chaussée. Très souvent c'est ça. Mais est-ce que c'est ça que nous voulons, nous, en tant que jeunes? Parce qu'ici, le thème est élection, pouvoir pour les jeunes d'orienter la destinée, le destin du pays. Alors, l'autre question c'est, depuis les temps que nous organisons les élections, à partir du départ du maréchal Mobutu, ça a commencé en 2006 avec Joseph Kabila. Si je posais la question de savoir, depuis les temps que nous organisons les élections, quel est le dividende que les jeunes, parce qu'il s'agit de nous ici, le dividende que la jeunesse a déjà retiré de ce cycle électoral. Quelqu'un peut m'en donner un? Vous avez déjà remarqué comment nous nous marions depuis un certain temps? Les Congolais ont fait personne. Et on se chamaille même. On est prêt même à batailler, à se battre, juste comme ça. Sur quoi nous cliquons, sur quoi nous donnons des j'aime dans les réseaux sociaux? On est distrait. Pendant ces temps-là, les politiciens, ils ont de l'argent et monter, j'allais dire, de changer les choses. On peut arriver à changer véritablement ces choses-là, pourvu qu'on se mette ensemble. Dieu même, au ciel, il a trouvé que quand les hommes se mettent d'accord pour faire une chose, ils vont la faire. On se rappellera de l'histoire de Rabel. Hein? Il a départager en changeant les langues, distribuant les langues les uns aux autres comme ça, pour qu'ils ne se comprennent pas. Si les gens se mettent d'accord, si bien entendu ils ont leur décision ne souffre pas d'une quelconque tendance de dissidence, ils vont arriver à faire tout ce qu'ils peuvent. C'est comme ça que dans ma langue, par exemple, on dit le nombre est plus fort que la force. Si on est nombreux, on est plus fort. Et observez à travers le monde entier, les pays les plus forts, les plus puissants, sont les pays à une forte population démographique. Les États-Unis, la Russie et tout ça, il y a la mouchardise entre nous, on prend des décisions, l'autre va là-bas, il fait déjà rapport, et puis on vient, on est là, on ne sait pas, on voit les gens qui... Enfin, je dis n'importe quoi, mais comprenez un peu. Très souvent, on se trahit dans la chose. On se trahit plus souvent. Et ça, pour des intérêts mesquins, des intérêts égoïstes. C'est comme ça que le pays est là où... Et donc, j'ai parlé de la conscience, j'ai parlé de la volonté. Et maintenant, avant de finir, je ne sais pas si je suis quand je vais dire le micro, nous accordons 2 minutes. Nous qui sommes, je ne sais pas moi, fonctionnaires d'État, il y en a qui sont dans le privé, il y en a qui sont peut-être dans
partout où nous sommes, essayons de faire différent. Et c'est possible de changer. C'est possible de changer. Arrêtons de toujours vouloir faire comme on a vu. Non. Ce qui est bon pour vous. Merci pour la question, messieurs et dames les journalistes. En effet, nous sommes réunis ici parce que nous sommes jeunes républicains. C'est en fait la structure jeunesse républicaine qui a fait en sorte que nous puissions nous réunir aujourd'hui autour du thème qui concerne la justice, paix et élection. Chers journalistes, vous et moi sommes suffisamment convaincus que la question actuelle de la République démocratique du Congo, la situation actuelle, nécessite à ce que les jeunes puissent s'approprier des problématiques qui sont là. Et en ce moment où le pays est en train d'évoluer sur la question électorale, c'était impératif pour les jeunes de réfléchir sur la question liée à la justice, la question liée à la paix, la question liée également aux élections. Nous avons organisé cette conférence pour pouvoir amener les jeunes à se conscientiser, à se sensibiliser, à définir des messages qui vont tout droit chez le gouvernement pour pouvoir donner leur point de vue, pour pouvoir analyser ensemble sur les aspects concernant ces trois éléments de la thématique, de manière à ressortir le point de vue de la jeunesse pour pouvoir ordonner les choses. Les jeunes sont suffisamment abandonnés. Les jeunes sont suffisamment mal utilisés dans la complicité des gouvernants, dans le règlement des comptes. Et nous avons pensé que c'était important de pouvoir outiller ces jeunes à travers cette conférence de manière à ce qu'ils puissent comprendre la responsabilité pour eux quant à la justice transitionnelle, quant à la paix qui est une colonne vertébrale d'une nation et quant au mode et comportements avec lesquels les jeunes doivent aborder cette question électorale. Nous tous, nous sommes encore sans ignorer que la jeunesse est une frange importante dans un processus électoral et surtout dans notre pays. Et nous, jeunes, nous avons de la responsabilité. Nous avons la responsabilité non seulement du renouvellement de la classe politique, qui est en fait une possibilité de nous octroyer ces dirigeants capables et compétents. Nous sommes également dans un processus de pouvoir, n'est-ce pas, corriger, que les jeunes se mettent ensemble pour pouvoir également châtier ceux-là qui n'ont pas pu travailler pour l'intérêt de la nation. Et donc, c'est dans ce contexte-là que cette conférence a été organisée, de sorte que les jeunes puissent s'en approprier, qu'ils comprennent que le destin n'est pas hier, mais c'est aujourd'hui et demain. Nous avons une responsabilité face à l'avenir, face à l'histoire. Chaque jeune Congolais, en ce qui le concerne, dans tous les domaines où chacun évolue, a une page à écrire sur l'histoire de notre pays. Voilà les contextes avec lesquels nous nous sommes réunis aujourd'hui pour pouvoir parler des questions préoccupantes de la jeunesse et de la République démocratique du Congo en général. Oui, après cette conférence, quelles sont les actions que vous allez mener sur le terrain après cette conférence? Merci pour la question. Déjà, le format de cette conférence va amener à ressortir des résolutions. Ces résolutions vont devoir être accouchées et dans le jour qui viennent, parce que nous avons des cibles. Les cibles, c'est la gouvernement. Les cibles, c'est le Parlement. Il faudrait qu'au travers d'une série de conférences, une série d'activités qui sont envisagées par la jeunesse républicaine, nous allons devoir mettre en place des cahiers des charges pour pouvoir mener de manière écrite aux responsables qu'ils comprennent qu'il y a urgence que nous puissions intégrer la question de la jeunesse comme priorité dans la prise de décision. Les jeunes, à travers ces cahiers des charges que nous allons devoir présenter, ils doivent être à mesure d'être traités à juste valeur. Les jeunes ne sont pas en train de réclamer leurs valeurs, leurs droits. Non, c'est un droit qui leur est réservé. Ce n'est pas de la négociation, c'est un droit constitutionnel et nous sommes à marche de pouvoir réclamer ce qui nous est le droit. Et donc, les résolutions qui vont devoir découler au travers des différentes conférences, colloques et séminaires
vont devoir être coulés en forme de projet également, pour pouvoir être présentés au Parlement de manière à remettre les jeunes au centre des intérêts de la République. L'autre côté positif de ces initiatives, c'est que nous n'avons qu'un seul pays, nous avons une seule nation. Jeunesse républicaine, c'est un concept qui prend deux éléments. L'un côté, c'est le jeune, et l'autre côté, c'est la République. Jeunesse républicaine n'est pas partisan de parti politique, ni de la société civile, parce que c'est de la philosophie. Ce qui nous intéresse, que ce soit les jeunes des différentes mouvances ou tendances politiques, c'est l'homme congolais au centre de nos intérêts et la République. Donc, lorsque nous arrivons à concilier l'homme et la République, l'homme, un homme positif, correct, juste, qui doit gérer la République, c'est ça, en fait, le début du développement. C'est ça, en fait, la motivation pour la bonne gouvernance. C'est ça, en fait, le début et la pérennisation de la question de la paix. Voilà. En termes de... Ceux-là qui ne vont pas s'élier demain dans un vote basé sur les intérêts, sur de petits intérêts, sur le pagne, sur un polo, sur un bassin. Les jeunes désormais sont outillés et ils savent qu'ils ne peuvent voter que pour des personnes qui ont des valeurs, des personnes porteurs du changement, des personnes qui sont capables de défendre le droit. Et nous allons être à mesure de constituer un bloc pour pouvoir, n'est-ce pas, condamner ceux-là qui vont venir avec des pratiques. Et les jeunes vont devoir être suffisamment outillés pour pouvoir se soutenir entre eux. Les élections, c'est un moment d'alternance. Et il faudrait que l'alternance soit une alternative. Non seulement le remplacement des personnes positives, mais nous devons avoir également des systèmes qui s'améliorent pour le bien-être des gens. Voilà l'attente principale que nous attendons des jeunes. En tout cas, ces jeunes sont mobilisés, sont conscientisés des devoirs qui sont leurs. Et désormais, ils vont descendre sur le terrain. Nous avons toute une panoplie de projets que nous allons devoir présenter de manière à constituer ces blocs de jeunes qui vont devoir être là pour bien communiquer en matière électorale. Bien nous sensibiliser et bien sensibiliser ceux-là qui n'ont pas eu l'opportunité de nous suivre en ce moment, mais on peut aller transversalement pour pouvoir porter un message de paix. Un message de paix avant, pendant et après le processus électoral. Parce qu'il faut dire que avec la maturité électorale qu'est la RDC en ce moment, nous sommes déjà au 4e cycle électoral et nous en avons déjà une expérience. Les jeunes sont manipulés pour pouvoir déstabiliser les pays ou déstabiliser un candidat ou un autre selon les intérêts des autres personnes. Ces jeunes sont mobilisés et ils vont devoir être formés davantage à être de vrais artisans de paix. Nous n'avons rien à gagner en nous détruisant, en nous autodétruisant. Voilà les plus-values de cette conférence par rapport au système électoral qui est en cours. Déjà, le forum qui nous a réunis aujourd'hui, c'est un pas de conscientisation comme je suis en train de le dire. Il va suivre des actions qui vont être mises en place par la jeunesse républicaine pour pouvoir descendre sur le terrain. Il y a une conception philosophique que nous avons mise en place qui s'appelle 15 minutes pour les élections libres en République de Brazzaville. Les jeunes vont devoir descendre à travers les universités, à travers les supermarchés, à travers les ronds-points, les centres d'attraction, pour pouvoir apporter ce message d'inclusion, d'acceptation, de validation, d'accompagnement, de message d'épée pour que nous puissions espérer des élections paisibles, démocratiques et surtout qui nous apportent des changements. Merci. En fait, Jeunesse républicaine est aussi une pépinière de connaissances. Jeunesse républicaine a commencé à exister parce que nous avons constaté qu'il y avait un trou dans le mode de gestion de la jeunesse. Nous avons fini les études il y a quelques années passées, environ 10 ans. Tout le jour, nous étions avec le phare pour demander de travailler, solliciter avec ce qu'on dit entre parenthèses, j'ai l'honneur. Et nous avons estimé que nous étions compétents en ce moment-là. Mais il est arrivé qu'on nous demandait une expérience de 10 ans, alors que nous venons fraîchement de finir l'université.
l'université. Et nous avons pensé qu'il y avait une injustice sur ce côté-là. Et nous avons dit, entre nous jeunes, l'idée est née de nous fédérer, de fédérer nos énergies, de manière à ensemble voir dans quelle mesure nous pouvons réfléchir sur un mode d'organisation des séminaires de capacitation, des séminaires de remise à niveau, pour que nous soyons plus compétents, plus compétitifs sur le marché du travail. Nous avons également constaté que des jeunes qui avaient des ambitions, qui avaient des projets, ce sont des jeunes qui s'est heurtés à une situation telle que le pays n'avait pas de politique de l'entrepreneuriat. Et c'est comme ça qu'on s'est dit, avec cette cellule, cette pépinière de connaissances, nous allons générer plus de projets qui vont être soumis soit au gouvernement, soit aux différents bailleurs de fonds, nationaux et internationaux, pour qu'ils puissent financer nos projets de manière à nous rendre plus autonomes. Parce qu'au sein de la jeunesse républicaine, nous avons des valeurs qui nous caractérisent. Et parce que nous avons l'homme au centre de l'intérêt et l'homme qui doit se prendre en charge. Donc l'autonomie, notre prise en charge, sont des valeurs qui sont défendues au sein de la jeunesse républicaine. Donc c'est ce format-là qui a fait naître la jeunesse républicaine. Et ce format-là qui s'est dit, mais bon, nous avons suffisamment évolué et il faudrait que nous puissions arriver à grandir, à avoir des étapes où nous devons sensibiliser tous les jeunes, à comprendre que nous avons une responsabilité, une tâche très importante par rapport à la République. Et donc, venez, jeunes Congolais, vous qui êtes ici, vous qui êtes ailleurs, vous qui nous suivez en ligne maintenant, dans les différentes chaînes en ligne, en direct, venez, ralliez-vous à nous. Nous défendons la cause commune, nous défendons la cause de la jeunesse, et je pense que l'avenir n'est pas demain. Nous sommes maintenant, et c'est maintenant que nous devons nous unir pour pouvoir faire changer les choses. C'est maintenant que nous devons nous unir, vous les journalistes, différentes parties composant la société civile, vous de partis politiques, nous tous nous sommes Congolais, et nous tous nous avons une seule aspiration, voir le pays changer. Une bonne gouvernance, un bon développement, la paix, la restauration, et surtout la sauvegarde des acquis de la paix. Nous avons besoin de vous tous pour pouvoir fédérer la jeunesse républicaine, parce que c'est une voie de la raison, c'est une voie des lucides positives pour la République démocratique du Congo. Et merci. Je m'appelle M. Sipoula Kacha Bienfait Eric. Je suis président national de la jeunesse républicaine. Merci. Merci beaucoup.